Bon, let's go. Fiatux. Alors, le problème des grossesses gémellaires, parmi les nombreux problèmes, il y a celui du dépistage des anomalies chromosomiques. On ne peut pas faire exactement pour les grossesses gémellaires comme on fait pour les grossesses singletons. Donc, la choriodicité, je ne vais pas revenir sur l'affaire. OK, vous avez parfaitement compris. Ça, vous avez parfaitement compris. Alors, donc, quand on est jumeaux, quand on est dizygote, bah, il y a quand même extrêmement peu de risques qu'on ait deux trisomiques 21. Quand on est dizygote, hein, c'est-à-dire quand c'est deux œufs séparés. OK, quand on est monozygote, évidemment que 1 égale 2. D'accord? Donc, pour rappel, les bicoriales dizygotes, cariotypes différents, risqueraient d'avoir un trisomique 21, c'est ce que je viens de vous dire, double que celui d'un singleton. OK? Ouais, pas plus, il y en a deux, hein, donc on a 2 fois le risque. Le risque d'avoir 2 trisomiques 21 est extrêmement faible. Vous avez pigé le raisonnement. On a 2 fœtus, donc on a 2 fois plus de risque que Madame Duchemol qu'un singleton. Par contre, le risque d'avoir 2 trisomiques 21, donc de tirer 2 fois la mauvaise carte à la loterie, c'est assez peu probable. Par contre, les grossesses monocoriales, elles sont toujours monozygotes, elles ont le même cariotype, donc le risque théorique d'avoir une trisomique 21 est le même que celui d'un singleton, mais le risque d'avoir 2 trisomiques 21 est le même que celui d'en avoir un seul. Logique. Alors, c'est quoi les recommandations? C'était un peu complexe, ça, et je vais passer parce qu'en fait, non, c'est pas si complexe que ça. En fait, pour avoir, dans les grossesses bicoriales, eh ben, c'est quand on fait âge, nuque, on le fait individuellement pour chaque, OK, et on a un risque initial, attention, sans les marqueurs, hein, OK, risque nuque, âge nuque, qui est individuel pour chacun. Pour les monocoriales, comme on ne sait pas trop, eh ben on a pris les deux extrêmes. Okay, on a pris le risque correspondant à la nuque la plus faible et le risque correspondant à la nuque la plus forte. Okay, donc ça fait une plage de risque qui est très importante. Clairement, les marqueurs du premier trimestre, voire ceux du deuxième trimestre, c'est recommandé de ne pas les faire dans les grossesses gémellaires. Alors, comment on détermine la choriodicité? Vous savez ça, évidemment, parfaitement. OK. En ce qui concerne l'âge et la nuque, ça va être d'autant plus important de faire correctement la nuque que vous n'avez pas à avoir en plus le coefficient des marqueurs. OK. Vous êtes âge, nuque, point. OK. Donc, vous êtes un peu à poil. OK. Et puis, évidemment que... et en particulier pour les grossesses bicoriales, mais c'est vrai pour les deux types de grossesses, eh ben, on va chercher le maximum de choses du point de vue de la morphologie qui pourrait vous orienter vers une anomalie chromosomique. Et donc, si je peux me permettre ça, c'est de dire que c'est d'autant plus important d'être attentif à l'échographie du premier trimestre. Ceci étant dit, je pense que c'est extrêmement important en général d'être attentif à l'échographie du premier trimestre. Donc, je vous rappelle les critères de mesure de la nuque, OK, score dit de Hermann, OK, enfin pas dit de Hermann, score de Hermann, parce que M. Hermann a travaillé chez Kypros, Nicolaïdes, et donc 3 critères majeurs, 3 critères mineurs. Plan sagittastrique, donc ça veut dire qu'ici, quand on regarde ça, on a les OPN, on n'a pas de zone anécogène ici, puisqu'on est sur la faune du cerveau. Si on a une zone anécogène, c'est qu'on est dans du ventricule. Les calipers sont placés on-to-on, c'est comme, c'est toujours ce qui est dit, OK. Et puis, on doit voir la continuité de la peau, être sûr que c'est la peau qu'on mesure et pas la myose. Ça, c'est les 3 critères majeurs. Chacun valent 2 points. Les critères mineurs, il faut que le zoom soit large. Donc, évidemment, mesurer sur un timbre-poste, c'est assez ridicule. Il faut que la position de la tête soit indifférente, c'est-à-dire ni en excès de flexion,
ce qui va augmenter la taille de la nuque, ni en hyperflexion, ce qui va diminuer la taille de la nuque. Et donc, évidemment, le dernier critère, c'est l'amnios qu'on doit reconnaître. En ce qui concerne la longueur crânio-caudale, il faut que les deux extrémités soient dégagées, il faut que les calipers soient placés à l'interface peau liquide amniotique, que la tête soit en position neutre, et que cette coupe sagittale, pareil, soit de suffisamment grande taille, donc au moins plus de la moitié de la longueur de l'image. Alors, les anomalies morphologiques au premier trimestre qui sont évocatrices d'une euploïdie, anomalie du pôle céphalique holopro, anomalie de la fosse postérieure, rétrognatisme, hygromakystique, anomalie des membres, main botte, main crispée, pied beau, anomalie du thorax et du cœur, hernie diaphragmatique, malformation cardiaque, artère sous-clavière droite, ductus, anomalie abdominale et urinaire, omphalocèle, mégabessie. Et allons-y. Donc évidemment, vous savez très bien que anomalie du pôle céphalique, holoprosencéphalie à Lobert égale, je pense, immédiatement trisomie 13. Ça va, Faouzia? Anomalie de la fosse postérieure. Non, mais on a le droit de somnoler en postprandial. Anomalie de la fosse postérieure, agénésie cérébelleuse, deux grands types de malformations, trisomie 13 et triploïdie. Et vous voyez très bien que si vous faites une coupe, ne serait-ce qu'une coupe sagittale, là, vous voyez très bien que la fosse postérieure, elle n'est pas normale. Okay, passez en coupe ici axiale, vous allez avoir ici les deux lamalaires, et puis vous n'avez pas les berges postérieures de la vésicule rhombencéphalique, et donc vous n'avez pas de V4, et donc vous avez évidemment une anomalie de type agénésie cérébelleuse. Rétrognatisme, pour les anomalies pôle-céphaliques, évidemment, pensez trisomie 18. Hein. Un espion. Hygromakystique, évidemment que ça vous évoque automatiquement une monosomie 45X0, Turner. Les mains bottes, trisomie 18. Les mains crispées, trisomie 18. Les pieds beaux, trisomie 18. Les hernies diaphragmatiques, pas toujours facile à voir. Regardez ici celle-là. OK, on voit que l'estomac, il a juste franchi le diaphragme, mais pas plus, hein, enfin le plan du diaphragme. OK, par contre, là, effectivement, on voit tout à fait correctement et le cœur et l'estomac dans le thorax, ce qui est tout à fait pas habituel. Alors, évidemment, anomalie du thorax et du cœur, c'est malformation cardiaque. Donc, examen au premier trimestre. Contrairement au deuxième trimestre, on doit utiliser du Doppler. Et on doit utiliser du Doppler évidemment plutôt bien réglé pour éviter que ça bave. Et on doit avoir donc deux coupes majeures, coupe dite des 4 cavités et coupe des 3 vaisseaux et de la trachée. La coupe des 4 cavités, il faut avoir un remplissage qui soit oreillette ventricule. Vous vous rappelez, ce matin, on en a vu une dame comme ça. Okay, en plus, ici, on voit qu'il y a, on est au passage du foramen ovale. Et puis ici, coupe des 3 vaisseaux et de la trachée, la même qu'au deuxième et au troisième trimestre avec l'artère pulmonaire. Évidemment, quand on dit artère pulmonaire, c'est plutôt en fait tronc de l'artère pulmonaire prolongé par le ductus artériel. Et puis ici, l'aorte, la veine cave supérieure, la trachée, bien sûr. Ça ici, c'est quoi? L'œsophage. On est absolument d'accord. Alors, ça, c'est une statistique un peu ancienne déjà de Necker. Et vous voyez que les canaux adrénoïdes ventriculaires, 28 trisomie 21, 3 trisomie 18, une triploïdie, les obstacles gauche à septum interventriculaire intact, c'est-à-dire genre sténose aortique majeure, des X0. Donc vous savez très bien que dans le Turner, il y a des coarctations, et souvent des coarctations très sévères qui confinent à la sténose aortique. 3 trisomie 18 et 3 anomalies plutôt structurelles plus importantes. Donc, premier trimestre, je vous ai mis des images anciennes et je vous ai mis des images plus récentes. Vous voyez très bien que même sans être extrêmement pointu, on voit bien qu'il y a un gros trou ici au milieu du cœur, là aussi et là aussi.
D'accord? Vous voyez que on parlait à midi du progrès du matériel. Vous voyez que le matériel a beaucoup progressé. Et vous voyez qu'on a ici des images qui sont assez, voire tout à fait pertinentes. J'ai parlé d'obstacle gauche. Ici, premier trimestre, OK? On met du Doppler, la coupe des 3 vaisseaux et de la trachée, elle est anormale. On a un gros vaisseau en bleu, ça c'est logique, ok. Puis à côté, je reviens un peu en arrière, hop, on a un petit vaisseau en rouge là, ok. C'est-à-dire qu'on a une aorte vascularisée à contre-courant parce qu'il y a une sténose aortique majeure, ok. Hein? Oui, elle est vascularisée à contre-courant, pas le canal artériel exactement. Alors l'artère sous-clavière droite aberrante. Autrement dit, aberrant right subclavian artery, ok. C'est une artère qui passe, donc, au lieu de passer en avant de la trachée, elle passe en arrière de la trachée. Je pense qu'à une époque où, dans l'équipe de Kypros, là, on essayait de chercher tous les petits signes qui pouvaient faire évoquer une trisomie, on avait mis en avant cette anomalie, ok. C'est quand même l'aclé ratio qui est important, et je pense que dans le cadre du grossesse gémellaire, c'est quelque chose qui peut être cherché ou qui, à mon avis, doit être cherché. Donc, omphalocèle, on a vu un cas clinique, et c'est une cellosomie moyenne, donc il y a du contenu de l'abdomen qui est extériorisé par un défect de la paroi. Cette omphalocèle peut être d'importance plus ou moins grande, ok, et contenir plus ou moins de choses. La valeur chromosomique est la même, c'est impérativement un karyotype, évidemment. La notion comme quoi les petits omphalocèles sont plus pourvoyeuses, non? Je crois qu'on peut abandonner ça, et c'est évidemment très pourvoyeur, en particulier trisomie 18. Hein. Vous voyez sur cette statistique qui, en fait, qui vient du registre ROCAN, ok, vous voyez que vous avez le nombre d'anomalies, vous voyez que c'est assez important. Mégavessie, je vous rappelle que la mégavessie, c'est une vessie qui mesure plus de 7 mm. Madame, vous avez un souci? Dites-moi. Interrompez-moi si vous avez un souci. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Donc, la vessie, attention à la définition. La définition, c'est une vessie qui, dans son grand axe, mesure plus de 7 mm. Attention à une situation assez fréquente, c'est on voit une vessie un peu grosse, on mesure 10 mm, puis on se dit, bah, je vais la contrôler dans 15 jours. 15 jours après, ah, la vessie, elle n'y est plus. Il faut considérer que la première mesure que vous avez faite, c'est une mégavessie. Et vous devez considérer qu'il y a un risque d'anomalie chromosomique. Hein. C'est vraiment un truc important. Alors évidemment, quand vous avez des trucs comme ça, soit vous ne regardez pas l'échographe, vous avez des lunettes de soleil et vous tournez le dos et vous ne le verrez pas, soit sans ça, c'est difficile de ne pas le voir. Et donc voilà ici la prévalence en ce qui concerne les mégavessies. Et vous voyez que 35 mégavessies, 11 anomalies chromosomiques, un tiers. Hein. Donc c'est quand même pas une petite rigolade. Alors depuis l'année dernière, en France en tout cas, on a la possibilité de faire du dépistage prénatal non invasif. Et effectivement, pour les grossesses gémellaires, je pense que c'est quelque chose qui, pour tout en général, mais pour les grossesses gémellaires, je pense que ça rend service à condition de savoir de quoi on parle et quel dépistage on fait. Alors, en fait, on parle d'ADN fœtal, ce qui est évidemment complètement un abus de langage. Ce n'est pas de l'ADN fœtal, c'est de l'ADN du trophoblaste qu'on trouve dans le sang de la mère. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, dans le sang de la mère, il y a l'ADN de la mère, qui est quand même en grande majorité l'ADN présent, et l'ADN du fœtus. D'accord? Et que l'ADN du fœtus, il représente plutôt un peu moins de 10% de l'ADN total. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une technique qui va permettre d'amplifier complètement les fragments d'ADN, et donc on va les compter. Évidemment que si on a un excès de séquence d'ADN 21, on se dit que 1 ou
2, mais il y a un peu de chance, mais en tout cas, un ou deux des fœtus, effectivement, peut avoir un ADN 21 supplément en trop et donc être trisomique. Donc voilà en pratique pour les grossesses gémellaires, ok. 2 fœtus suploïdes, vous voyez que ça vient de la mère, ça vient du fœtus numéro 1, ça vient du fœtus numéro 2. Celui-là, cette grossesse-là, il y en a un qui est standard, il a son ADN 21 normal, et ici, le deuxième qui est trisomique 21, enfin, qui est soupçonné de trisomique 21, a de l'ADN en plus. Ok. Et quand vous avez 2 trisomiques 21, vous avez 2 ADN en plus. Donc, il est effectivement hors de question de prendre aucune décision sur le DPNI. Si on a un DPNI qui revient positif, disant donc risque majeur d'anomalie chromosomique, on fait évidemment un contrôle par un examen de diagnostic, le DPNI ne restant qu'un examen de dépistage, même s'il est performant pour la trisomie 21. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans ce cas-là, on doit prélever les 2 poches. Eh bien ça, je vais dire, la question, elle est intéressante. Si c'est une monocoriale. Alors, si c'est une bicoriale, je crois qu'il faut prélever les 2 poches, il n'y a pas de doute. Okay, si c'est une monocoriale, on peut discuter, 1, du temps du prélèvement, et 2, si on prélève les 2 poches ou pas. Okay, alors pourquoi discuter du temps du prélèvement? Parce que tu as donc un risque de STT. Des STT précoces, ça peut survenir. Donc c'est assez fréquemment qu'on sursoit à un prélèvement très rapide pour faire le prélèvement à 16-17 semaines en se disant si jamais elle fait un STT précoce, on ne va pas la repiquer une deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments importants pour les grossesses gémellaires. Alors, en ce qui concerne le DPNI, je n'ai pas insisté beaucoup, j'en ai parlé, mais j'en dis un petit mot là, qui est valable aussi pour les singletons. C'est un dépistage excellent pour la trisomie 21. C'est un dépistage. C'est un dépistage, ce n'est pas un diagnostic. Okay, qui est bon, très bon pour la trisomie 21. On est probablement aux alentours de 99%, un peu plus. Okay, à condition d'avoir une fraction fœtale suffisante. Okay, et ça, quand vous regardez le résultat du DPNI, regardez la fraction fœtale. Si c'est moins de 3%, balancez le DPNI, ça ne vaut rien. Okay, et normalement, le laboratoire ne doit pas vous le rendre. Voilà, ok. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'ai oublié. Alors, 18 et 13, un peu moins bon. Et ça ne dépiste que ces anomalies chromosomiques. Ok. Alors, on a eu une discussion à l'heure du déjeuner. Je veux dire, c'est évident qu'il faut avoir fromage et dessert, c'est-à-dire que la clarté nucale, l'échographie du premier trimestre, et je vous l'ai montré pour les grossesses gémellaires, elle a tout son rôle, ok, parce qu'il y a la clarté nucale, on trouve des hyperclartés nucales dans des tas d'anomalies, ok, donc vraiment, il faut la chercher. Il n'y a pas que la clarté nucale dans la vie, ok. J'avais fait un topo, vous vous rappelez peut-être, pour certains, à JPECO, y a-t-il un fœtus autour de sa nuque? Oui, il y a un fœtus autour de sa nuque, et il faut bien le regarder, ok. Et puis, oui. Il donne aussi les chromosomes sexuels, oui. Oui, c'est d'ailleurs une machine à claque parce que les Klinefelter, tout ça, on fait quoi là? On est un peu embêté. Ok. Mais surtout, ça ne donne absolument aucune idée des autres chromosomes et ça ne donne aucune idée de la structure des chromosomes. Ok. Alors, je vous raconte. Froncez pas les sourcils comme ça, vous me faites peur. Ah, j'aime bien quand vous souriez. Et donc en fait, je vais vous raconter une petite histoire. Et vous dire, avec mon franc-parler habituel, qu'on s'est fait baiser. Enfin, que nos patientes se sont fait baiser. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est que, juste le DPNI, donc quand M. Lowe, le Chinois, a sorti ça, je veux dire, tout le monde a regardé d'un œil amusé, et puis finalement, ça s'est avéré tout à fait performant. Et donc, nous, je veux dire, au niveau de la HAS, on a depuis longtemps poussé pour avoir ce remboursement de ce DPNI. OK? Premier point. Deuxième point, il est paru plusieurs papiers qui ont montré que le risque lié à la myosynthèse était plus celui qu'on avait avant.
deux papiers. Le premier, c'est un papier qui est fait par Anne Tabor. Anne Tabor, c'est une Danoise. Et au Danemark, c'est des gens qui sont de confession protestante, qui sont extrêmement rigoureux et qui ont donc les issues de toute leur grossesse, quelle qu'elle soit. Donc quand ils publient un papier pour savoir si un facteur vient influencer les résultats, on peut leur faire confiance. Or, Anne Tabor avait publié en 86 un papier qui montrait qu'il y avait 1% de risque lié à un prélèvement. Elle a publié le même papier, ça doit faire maintenant 2 ans et demi, et c'est 1 pour 1000. Donc, c'est plus le même problème. Non, non, d'accord, d'accord. Mais quand même, globalement, je parle globalement du DPNI aussi, ce que je dis est aussi valable pour les 5 leçons. Il y a une étude qui est faite en France qui s'appelle le protocole SAF 21, dont les résultats sont parus il y a quelques temps, auquel on est beaucoup de maternité à avoir participé. Et ce protocole, ça consistait à quoi? Ça consistait pour les femmes qui étaient dans une zone dite intermédiaire de risque, entre 1 sur 250 et 1 sur 1000, on leur proposait d'être randomisées, tirées au sort. D'une part, soit prélèvement invasif, soit DPNI. Résultat des courses, un peu plus de 1000 patientes dans chaque groupe, autant de pertes fétales dans les deux groupes, même peut-être un peu plus dans le groupe du sang fœtal, enfin du sang du DPNI. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nos autorités, pourquoi? Parce qu'en fait, le risque du prélèvement, c'est plus le même qu'avant, parce qu'on a des meilleurs matériels, parce qu'on sait mieux faire, parce qu'on est entraîné, parce que c'est pas n'importe qui fait la synthèse dans son coin. Hein? Pardon? Pourquoi? Je veux dire, parce que ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il n'y a pas plus d'anomalies, enfin pas plus de pertes fétales dans le groupe prélèvement. OK? Et donc, là, les autorités, la sécurité sociale, elle a très bien vu le coup arriver. Elle s'est dit, tous les prélèvements avec un risque supérieur à 1 sur 250, bing, elles vont avoir cariotype et ACPA. 10 coûts de l'opération, 600 €. OK? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh les mecs, parfait. Le DPNI, vous avez raison, pas de problème, allez, on donne le feu vert. Sauf que, on donne le feu vert pour les patientes au-dessus d'un risque de 1 sur 50. Et voilà. Envelopper, c'est peser. 1 sur 50, si tu as un risque supérieur à 1 sur 50, tu peux effectivement dire, je voudrais avoir un prélèvement invasif. Et quand on fait ce prélèvement invasif, tu penses bien qu'on fait et cariotype et ACPA. OK? Et entre 1 sur 50 et 1 sur 1000, c'est DPNI, sauf que le DPNI ne dépiste que la trisomie 21 et un peu la 13 à 18. Donc c'est plus le même problème. Et voilà. Question? Oui. Oui. C'est pour ça qu'on se dit que quitte à la prélever, peut-être ça vaut le coup de voilà. Alors, heureux? Hein? Il faut être assez simple. Hein. Il faut être simple, mais franchement, je pense qu'il faut très bien regarder les fœtus au premier trimestre. La fraction fœtale, vous la situez pour ce qui est acceptable? En fait, 5%. 5%. Moins en... Temps mort. Tiens, pour ceux que ça intéresse, je vous montre une petite vidéo.
Ah merde, attendez. C'est quoi ça? Ça pourrait être une vidéo. Bon, alors, qui est-ce qui s'y colle pour commenter? Je vous rassure, c'est du normal. C'est la vascularisation hépatique. Absolument. Il y a même le rein. Ah, incroyable. Si ça se trouve, le rein, c'est dans l'abdomen, enfin, pas loin. Mais c'est pas l'abdomen, ce que je voulais dire. C'est pas le... Vous voulez dire quoi? C'est pas la coupe de l'abdomen, parce que normalement, on voit pas le rein dans le... Absolument. Donc voilà, donc c'est la vascularisation hépatique. Oui, d'accord. Il est où le foie? Il est en haut ou en bas? Non, il est en bas. Ouais, un peu en haut aussi. Voilà, c'est le X là, le X-shape. On ne le voit pas, le X, là. Si on voit certaines Non. intersections Non. entre les deux boucles, c'est pas Non. le shape. Non, ça s'appelle un piège. Ah. Il a dit que c'était normal. Il a absolument dit ça. Il vous en prie. Ça nécessite quelques connaissances anatomiques. Donc si on parle de la veine ombilicale, Ah, bravo, monsieur. Non, je suis désolé, mais la veine omblicale, on ne la voit absolument pas là. non, on voit le tronc-porte, c'est-à-dire au départ c'était la veine ombilicale qui se jette sur le tronc-porte. Qui jette sur le tronc-porte. Qui se jette sur le Putain, j'ai l'air comme une bête. Ce qu'on voit partir, c'est l'artère mésentérique. Alors, je vous fais les commentaires. L'aorte. L'artère mésentérique. On sait que c'est l'artère mésentérique supérieure. Pourquoi? Parce qu'on voit passer ici la veine rénale gauche, là, qui vient se jeter dans la veine cave inférieure. OK? L'artère mésentérique est là. La veine mésentérique supérieure est là. OK? Entre parenthèses, au passage, on voit que l'artère mésentérique est bien à gauche de la veine, donc il n'y a pas de malrotation au niveau intestinal. On continue. La veine rénale gauche, on la voit très bien là. OK? Et là, on voit quoi? On voit en bleu la veine splénique. OK? Donc, la réunion de la veine splénique et de la veine mésentérique supérieure, ça fait le tronc-porte qui est là. Mais tu vois, ce n'est pas le X. Le X-shape, en fait, le X-shape, c'est tronc-porte, veine portale principale, branche portale postérieure droite, branche portale antérieure droite. Voilà, merci beaucoup. Allez.